L'autre chose, c'est qu'on voit bien que quand ils ont envie de faire les choses, ça fonctionne assez bien. C'est beaucoup plus facile. Et quand ils n'ont pas envie, c'est la croix et la bannière. Et donc il faut leur donner envie. Et il faut parfois prendre le temps de leur donner envie de faire les choses avant de commencer les choses à proprement parler, parce que c'est nécessaire. Et puis l'autre chose, c'est que quand ils se découragent, c'est toujours pareil, comme ce n'est pas nuancé, c'est très profond comme découragement. Et c'est très difficile de les ramener après. Donc on est en permanence, mais ça c'est vraiment le rôle de l'auxiliaire de vie scolaire, quoi, qui est en permanence en train et à la fois de lui donner envie, avec éventuellement des carottes, si c'est nécessaire, et de ne pas se décourager. Mais après tout, beaucoup d'enfants sont dans cette situation-là, je veux dire. Ce n'est pas exceptionnel qu'on agisse avec des carottes auprès de nos enfants. C'est pas bien, on ne fait pas ça toute la journée, tout ça, mais enfin, ça peut arriver. Et évidemment que c'est mieux quand ils ont envie de faire les choses, c'est plus facile que quand ils n'ont pas envie. Mais, voilà. Mais chez eux, c'est toujours pareil, c'est pas nuancé tout ça. Et donc comme c'est pas nuancé, c'est toujours brut de décoffrage, quoi. Il y a pas, on a l'impression que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'effondre, quoi. Et reprendre des choses, c'est évidemment plus compliqué. Donc si on arrive à les anticiper, à les prévenir, c'est mieux, quoi. Et donc voilà, c'est en permanence, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, on va... Voilà, etc. Alors après, quand on leur demande de savoir comment ils raisonnent, comment ils arrivent à un résultat mathématique, en maths, ils donnent le résultat. Mais de faire la démonstration pour aller d'un point A au point B, très compliqué. Et parfois, quand ils sont habiles et qu'ils sont grands, la démonstration qu'ils donnent n'est pas du tout celle que tous utiliserions nous. Je prends l'exemple, un nombre complexe. Quelle représentation mentale avons-nous d'un nombre complexe ? J'ai des très vagues souvenirs de ce truc-là, mais je sais que je n'ai pas de représentation mentale d'un nombre complexe. Je sais ce que c'est la racine carrée d'un nombre négatif. Bon, bof. Je sais à quoi ça sert, je sais comment je peux jouer avec. Mais au-delà de ça, c'est fini. Et eux, ils sont capables d'avoir une représentation mentale d'un objet. Ça peut être un carré, un petit carré rond, un petit carré bleu, là. Et ils jouent avec, ils le font en relation avec les autres. Et ça peut leur donner des extraordinaires capacités de mathématiques. Si vous observez un congrès de mathématiciens de haut niveau, ils ne sont pas toujours très compétents socialement. Hein. Parce que je ne veux pas dire que tous les grands mathématiciens sont Asperger, mais certains, voilà. J'ai des patients qui sont polytechniciens. C'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. Mais ils sont incompétents sur tout le reste, en termes sociaux, etc. Voilà. Mais les maths qui sont une intelligence formelle, qui suffisent à eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'inférence extérieure, quoi. Ça leur convient bien. C'est un système d'intelligence qui leur convient bien. Donc des fois, quand ils se croquent dedans, eh ben, ils peuvent devenir très habiles en mathématiques. Pas tous. Bon ben voilà, une fois qu'on a dit tout ça, après c'est dans le jeu questions-réponses. Hein. Mais vous voyez qu'on est dans des processus de développement qui sont très différents. Mais en même temps, vous voyez combien, après tout notre boulot, à vous et à moi, et là on partage un objectif commun, vous et moi. C'est d'accompagner les élèves qui nous sont confiés, vous c'est les élèves, moi c'est les patients, vers la plus grande liberté possible. Autonomie, liberté. Je préfère le terme de liberté que celui d'autonomie. Et donc, pardon, j'arrête de... Et je préfère celui de liberté parce que ça me semble plus important, plus fondamental. Et c'est de cela dont il s'agit. Et après, jusqu'où Yanis avancera? Quelle sera son autonomie et sa liberté de demain? J'en sais foutre rien. Je crois que personne ne pourrait se prononcer sur cette question. Il faut avancer. On ne risque rien. On n'est pas en danger. Nous, on n'est pas en danger. Ce n'est pas nous qui sommes en danger dans une histoire comme celle-là. Au pire, ça ne marche pas. Et on a le droit de réfléchir pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est tout. Et comme c'est très compliqué, si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que vous y prenez nécessairement mal, ça veut dire que c'est très compliqué. Vous voyez, je veux dire, ça nous met dans une position qui est une position de beaucoup moins de maîtrise des choses. Il faut finalement accepter ça parce que quand même l'expérience nous apprend que quand ils arrivent à s'inscrire dans une scolarité traditionnelle et qu'ils arrivent à peu près à avancer, et ils avancent grâce à la VES, ils avancent aussi grâce au travail fait avec la famille, hein, tous les soirs, enfin tous les jours, où on répète les choses, etc., etc.,
quand on y arrive, c'est vrai que ça change vraiment les données du problème. Ils détestent écrire, parce que écrire, c'est faire plusieurs choses en même temps. Et quand ils écrivent, ils pensent au mouvement des doigts. Vous imaginez, je pense au mouvement des doigts, ça fait beaucoup de choses. Donc si je n'ai pas cette capacité à faire du séquentiel rapide, comme me dirait mon gaillard, eh ben, je suis moins rapide, et donc ce séquentiel me prend du temps. Et donc c'est très coûteux. Vous voyez combien c'est coûteux d'un point de vue cognitif, ce traitement d'information. Combien c'est épuisant, quoi, aussi. Et donc il a des besoins, des moments où il faut qu'il se récupère. Et puis après, eh bien évidemment, quand il y a une cour de récréation avec un préau qui résonne, c'est plus compliqué. Quand il y a... enfin bon, la vie, quoi.